Bienvenue sur Maghreb Intelligence TV. Cette nouvelle édition de Maghreb est égale à monde sera consacrée ce soir à l'Algérie. Dans un premier temps, l'Algérie, le pouvoir algérien, est en train de chercher l'escalade avec Israël et le Maroc qui l'accusent de terrorisme. On se demande, est-ce que Tebboune a le plein pouvoir? Est-ce qu'il compose avec les généraux? Qu'en est-il réellement? Après, on passera au Maroc où un premier remaniement gouvernemental est survenu après une semaine après la nomination du nouveau gouvernement. Couac ou ajustement. Après, on sera sur la Tunisie, où Kais Saïd, le président, s'est arrogé les pleins pouvoirs en nommant le gouvernement, les membres du gouvernement, la chef du gouvernement. Est-ce un dictateur ou un apprenti sorcier? Et pour la fin, en garde, une question polémique, c'est la langue française au Maghreb. Sera-t-elle supplantée par l'anglais? Bonsoir mes amis, je suis avec Naïm Kamal, directeur de publication de Quid.ma, avec moi, Rabat. depuis Rabat, voilà. Et Lamine Salem, rédacteur en chef de APA News à Dakar. Et bien sûr Abdou Samar, depuis Paris, rédacteur en chef et directeur de publication de Algérie Part. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir Karim. Abdou, on accuse le Maroc et Bonsoir Israël. Karim. Bonsoir. On accuse le Polisario et on accuse Israël, on accuse Israël et le Maroc de fomenter un coup terroriste avec le MAC en Algérie. Crédible ou pas crédible, réellement? Oh, malheureusement pour le régime algérien, c'est pas aussi crédible que ton lapsus qui n'est pas révélateur. Malheureusement, ces histoires de complotisme du régime algérien sont devenues, ils ne font rire personne, la vérité. D'ailleurs, excepté quelques dépêches qui ont été diffusées à l'échelle internationale. D'ailleurs, tu auras remarqué que même l'AFP, l'agence France Presse, a été attaquée hier par l'APS. Parce que l'APS, maintenant, même les autorités algériennes, reprochent à l'AFP de glorifier le MAC, alors que l'AFP n'a fait que reprendre une accusation formulée de la part des autorités algériennes, en faisant un encadré, en présentant ce que c'est que le MAC, en le présentant comme il se présente lui-même, comme un mouvement qui prend l'indépendance de la Kabylie, etc. C'est-à-dire en restant factuel. C'est une maladie qui s'est installée malheureusement en Algérie, mais qui a des explications. C'est au-delà de l'aspect folklorique, qui peut faire rire peut-être les étrangers, mais qui inquiète certainement aussi les amis de l'Algérie, les partenaires étrangers de l'Algérie, qui inquiète particulièrement les Algériens eux-mêmes. Au-delà de cet aspect folklorique, il y a une conviction profonde que le régime algérien se sent réellement en danger. Je l'ai déjà peut-être dit lors du premier numéro de notre émission. Je le redirai encore aujourd'hui en essayant d'expliquer encore davantage les tenants et les aboutissants de cette conviction que le régime algérien est en train de développer. Le régime algérien ne dort plus depuis qu'il y a eu cette alliance qui a été scellée officiellement entre Israël et le Maroc à la fin de l'année 2020. Certains diront que c'est un secret polichinelle, que le Maroc collabore avec Israël. Non, on ne parle plus d'une simple collaboration. Ce que le régime algérien ne supporte pas, ce qu'il redoute pour sa propre survie et pour l'avenir de son leadership régional, c'est la coopération militaire et sécuritaire entre Israël et le Maroc. Le régime algérien est convaincu que les Israéliens sont en train d'armer les Marocains, de réarmer le Maroc, de le soutenir du point de manière logistique et financière en lui fournissant toutes les dernières technologies, notamment en ce qui concerne la cybersurveillance, les drones armés, les systèmes anti-missiles, les systèmes qui échappent au radar de détection, tout cet armement sophistiqué. On connaît tous aujourd'hui la technologie israélienne. On peut être pro-palestinien, on peut être anti-sioniste, mais on peut être raisonnable et reconnaître qu'il y a une technologie de pointe en Israël qui est réellement révolutionnaire et qui a son prestige universel. Elle est recherchée. Mais pardon, Abdo, la technologie de pointe israélienne. Abdo, l'Algérie pendant des années a été surarmée par l'URSS et après par la Russie. Personne n'a contesté Ce au n'est Maroc. pas la même chose.
c'est un bon constat, Khaled. Ce que tu dis là, c'est une très bonne question. Les Marocains pourront dire, mais vous aussi, les Algériens aussi ont fait un partenariat très renforcé avec les Russes. Non, mais le partenariat israélo-marocain n'est pas aussi fort que le partenariat russo-algérien. Contrairement à ce que les gens croient, la Russie vend que des armes à l'Algérie. Et elle vend des armes qui sont purement conventionnelles. Elles ne vont pas à l'Algérie des drones hyper sophistiqués, des systèmes antimissiles hyper sophistiqués. La Russie s'est gardée jusque-là à livrer à l'Algérie des armes de dernière génération. Ce que la Russie vend à l'Algérie, c'est un armement conventionnel qui est très connu de par le monde, qu'elle vend aussi à l'Inde, qu'elle vend aussi à d'autres pays africains comme l'Éthiopie ou comme d'autres clients à travers le monde. Mais sur le plan technologique, il n'y a pas de transfert de savoir technologique de Moscou à Alger. Il y a des formations, il y a des collaborations. Et l'axe Alger-Moscou, il y a beaucoup de fantasmes sur l'axe Alger-Moscou. Les gens de l'extérieur croient que l'Algérie est vraiment le petit protégé de la Russie, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est une relation d'affaires d'un fabricant à un client. Le régime algérien maintenant, depuis le renforcement de ce partenariat israélo-marocain, avec un transfert de technologie, avec un déploiement de certains formateurs israéliens. On parle même, après est-ce que c'est vrai ou pas vrai, en tout cas le régime algérien il est convaincu qu'il va y avoir des bases logistiques, des bases militaires israéliennes sur le territoire marocain. Les Russes n'ont pas de base sur le territoire algérien, ils n'ont pas souhaité avoir une base sur le territoire algérien, et ils ont d'autres préoccupations actuellement dans le monde. On en parlera de l'axe Alger-Moscou, pour ne pas m'éterniser, ne pas monopoliser la parole. L'axe Alger-Moscou, Wahdou mériterait une émission, on en parlera plus tard. Mais sur rapprochement Maroc-Israël, voilà, ça mériterait une émission à part parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de fantasmes. Je vais me tourner vers Naïm Kamal pour lui poser une question. Naïm, bonsoir. Est-ce que vraiment le Maroc aujourd'hui menace la supériorité présumée qu'avait l'Algérie militairement au Maghreb? Tu dis bien que c'est la supériorité présumée de l'Algérie. Abdou nous dit que ce n'est pas aussi sophistiqué que ça. Je demande à voir, parce que ce que je crois, on sait qu'en termes d'aviation, qu'en termes de missiles, l'Algérie bénéficie du dernier cri de la production russe. C'est un allié stratégique, c'est un allié historique également. Il faut remonter à l'Union soviétique pour trouver les origines de cette relation qui ne s'est jamais démentie, même quand l'Union soviétique est tombée et que l'Empire soviétique a implosé, entraînant dans son sillage le camp socialiste. Maintenant, on ne prête qu'aux riches. Évidemment, on suppose que la relation maroco-israélienne est dirigée contre Israël. Ce n'est pas vrai. Est dirigée contre l'Algérie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. D'abord parce que la relation maroco-israélienne est une relation à double étage, dans ce sens où d'abord la diaspora marocaine en Israël est très importante, très influente, très active, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les rapports maroco-israéliens non plus ne datent pas d'aujourd'hui. Ils remontent aux années 90, et ce n'est un secret pour personne. Depuis Goldman, depuis la visite de Goldman du Congrès mondial juif, et tout le rôle, toute l'intermédiation qu'a fait le roi Hassan II entre l'Égypte et Israël, et entre les autres pays arabes et Israël, et entre l'OLP et Israël. Le Maroc a énormément poussé vers les accords d'Oslo. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Déjà, quand le Maroc avait construit les murs au Sahara pour arrêter les infiltrations des milices du Polisario, on avait dit que c'était Israël et l'Afrique du Sud. Donc, c'est une accusation récurrente. Pour autant, le Maroc ne s'est jamais formalisé, il n'a jamais reproché à l'Algérie de s'armer intensément auprès de l'Union soviétique, tout en cherchant par ailleurs de l'armement. En même temps, il n'a jamais dénoncé l'alliance ou l'amitié
soviétique et algérienne, quand bien même, à l'époque, on le sait, les conseillers soviétiques, les militaires soviétiques, les militaires, enfin les conseillers techniques, les conseillers techniques militaires cubains, allemands de l'Est, venaient encadrer le Polisario et la bataille de Orgziz. On y a trouvé des traces russes, soviétiques et des traces. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est que le pouvoir algérien est à cran. Ça fait 2 ans qu'il est en situation, disons, d'interrogation sur son devenir. Il a essayé de rassembler ses forces, de réunir et de regrouper ses clans. Il n'empêche que la lutte des clans demeure. Et l'élément marocain a été utilisé depuis le début de l'indépendance comme un facteur mobilisateur du front interne. Il a été exploité à fond. D'ailleurs, vous savez, et c'est paradoxal, quand les premiers manifestants du Hirak sont sortis, le 16 février 2019, quel a été leur slogan? Bouteflika ya Marroki, ma kaynش العهدة الخامسة. Subitement découvert. Et donc, le fait même d'être marocain est devenu Presque une insulte. Une insulte, c'est devenu une insulte. D'ailleurs, même le fait de dire le Maroc, au lieu de dire le Maghreba, ça y est. Donc, mais c'est pas ça le plus important. C'est que c'est un facteur de mobilisation. Aujourd'hui, pour revenir aux accusations actuelles, le pouvoir algérien a bien sûr besoin de diaboliser le MAC. Et quelle meilleure façon de diaboliser le MAC et de l'accuser d'être l'agent d'Israël et l'agent, j'ai vu la commune, un État d'Afrique du Nord. C'est pas le Maroc, c'est un État d'Afrique du Nord. Une seconde. Bien sûr, il a besoin de diaboliser. Et cette diabolisation lui sert pour justifier sa répression. C'est classique. Israël face à l'OLP, face à Hamas, et on peut multiplier les exemples. En même temps, le MAC est très actif en France. Abdou peut en témoigner, lui qui vit là-bas et qui voit ça tous les jours. Pourquoi vous ne dites pas que c'est une alliance? Ils le disent de temps en temps que c'est une alliance franco-marocaine. Ils demandent d'extrader depuis quelque temps, oui, ils demandent d'extrader, ça c'est une autre affaire. Mais ils n'ont pas été rappelés l'ambassadeur pour les manifestations que faisait le MAC ou que menait le MAC devant l'ambassade d'Algérie à Paris. Donc, ça fait partie d'un jeu. Maintenant, il faut espérer, et ça c'est du fond du cœur, et de la raison. Il faut espérer qu'il y ait un plafond qu'il ne faut pas dépasser. Lamine Oulselem, depuis Dakar, d'après Abdou, l'opinion publique algérienne ne croit pas en ces accusations. Comment c'est vu à l'international, ces accusations portées contre Israël, le Maroc, par le gouvernement algérien, par les autorités algériennes? Lamine? Je pense que non. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Je pense que n'ont pas surpris grand monde parce que de toutes les façons, depuis quelque temps, on assiste à une espèce de tension entre le Maroc et l'Algérie. À chaque occasion, une partie ou l'autre semble aller dans un sens plutôt pour le moment, l'escalade est du côté algérien. C'est pas par chauvinisme, mais sauf que je finis. Sauf qu'il est vrai qu'on assiste beaucoup plus du côté algérien à une sorte le régime algérien est beaucoup plus. Il paraît dans une position de susceptibilité. On l'a vu quand le représentant permanent du Maroc aux Nations Unies avait fait une note diplomatique. Évoquant le principe de l'autodétermination pour la Kabylie. On a vu la radicalité de la réaction algérienne. On l'a vu surtout depuis que les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara et la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. On a l'impression que le régime algérien s'est radicalisé davantage, c'est-à-dire
on a l'impression que le régime algérien considère qu'il est aujourd'hui quasiment encerclé, c'est-à-dire tension avec la France au nord, tension avec le Maroc à l'ouest. Et il est vrai que ce n'est pas la première fois que la question des rapports avec le Maroc est utilisée, comme disait d'ailleurs Naïm Kamal tout à l'heure, comme une sorte de facteur mobilisateur. En Algérie, parfois même, c'est juste utilisé pour qu'il y ait la diversion, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, depuis l'émergence du mouvement Hirak, le régime algérien est confronté à une situation de contestation, et l'existence d'un conflit ou d'une tension avec le voisin lui permet éventuellement de détourner l'attention vers une crise avec le Maroc, au lieu plutôt de s'occuper du mouvement de contestation en interne. Abdou, une question que j'ai envie de te poser. Le régime algérien est-il monolithique? Parce que quand on a vu le montage qui a été fait, le clip, un véritable clip digne des années 70, des années 60, un clip de propagande accusant Israël et le Maroc, et même le MAC, il n'y a pas d'éléments de preuve, c'est fait d'une façon très amateur, et ça n'a convaincu personne. Et ça sort de chez la DGSN, pas chez les renseignements intérieurs ni les renseignements extérieurs algériens. Est-ce que le pouvoir est monolithique? Est-ce qu'il y a des clans? Est-ce qu'il y a un conflit entre ces clans-là? La marque de fabrique du régime algérien, c'est son clanisme. La caractéristique première du régime algérien, c'est-à-dire qui retarde le développement du pays, qui retarde l'émergence d'une Algérie forte et d'une Algérie puissante à l'international. Le seul moment où l'Algérie a été rayonnante, c'était à l'époque de Houari Boumediene, parce que Houari Boumediene avait les pleins pouvoirs, était le véritable maître du pouvoir. Durant le règne de Houari Boumediene, le seul centre du pouvoir était le président Houari Boumediene. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était la période, bien sûr, ce n'était pas le paradis sur terre à cette période-là. Ce n'était pas le paradis, bien sûr. Hein. Je suis pas en train de dire que Boumediene est le meilleur du monde, et le plus beau, et tout miel, tout sucre. Mais c'était le moment le plus fort, la séquence la plus forte de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Depuis la mort de Boumediene, le régime algérien est totalement divisé. L'Algérie n'a pas trouvé ce raïs, ce caïd, ce leader autour duquel tout le monde pouvait se fédérer. On avait retrouvé cette petite séquence avec Gaïd Salah. Avec Ahmed Gaïd Salah en 2019, tout le monde était autour de lui. Personne n'osait lui tenir tête parce qu'il avait écrasé tout le monde, il avait mis en prison tout le monde. Il fallait le faire. Mettre en prison Général Toufir, les Algériens n'ont jamais cru. Jusqu'à aujourd'hui, les Algériens ont du mal à croire que Général Toufir a vraiment fait de la prison. Maître Saïd Bouteflika, Général Toufir, Tartag, Mehana Djouba, une quarantaine de généraux quand même. Gaïd Salah a été le rouleau. Non mais Gaïd Salah a été le rouleau compresseur qui a redonné au pouvoir algérien cette centralité. Voilà, cette centralité qui était inexistante depuis l'époque de Boumediene. Malheureusement pour l'Algérie, ou malheureusement pour Gaïd Salah notamment, surtout, il est mort très tôt, il n'a pas beaucoup joui de ce pouvoir absolu qu'il avait accumulé, il est mort le 23 décembre 2019. Rebelote, le régime algérien sombre encore une fois dans le clanisme. Ce clanisme lui permet de vivre, de survivre. Mais le clanisme du régime algérien a des limites. La limite, c'est que quand il y a une contestation extérieure, quand il y a une menace extérieure, quand il y a une potentielle menace pour la survie du régime lui-même et de ses appareils, les différents clans se regroupent autour d'une seule feuille de route pour écraser l'ennemi extérieur. En l'occurrence, en Algérie, l'ennemi extérieur n'était d'abord le Hirak, le peuple algérien lui-même, qui a été perçu, qui a été diabolisé plus tard, à partir de 2020, comme étant un mouvement téléguidé par des islamistes. Ils ont commencé par le mouvement Rachet. Ensuite, ils ont utilisé la carte du MAC. La carte du MAC, il faut comprendre qu'elle a été utilisée qu'après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Pourquoi? Parce que quand on fait du complotisme, il faut raconter une histoire qui soit séduisante. Histoire la plus convaincante possible, parce que le complotisme, il va pas convaincre les élites, mais il faut essayer au moins de séduire les masses populaires. Quand il y a eu Israël au Maroc, le régime algérien, il a utilisé ce prétexte qui lui est tombé du ciel. Ah, c'est bon, on est menacé par les sionistes, on est le seul pro-palestinien maintenant dans la région. Le MAC, il prend la séparation de la Kabylie, et d'ailleurs, comment il s'appelle, Farhat Mani avait déjà été en Israël.
bien avant le Hirak, bien avant les événements troublants. Donc le régime algérien, il a fait un roman, il a écrit une histoire qu'il est en train de commercialiser jusqu'à maintenant pour essayer d'assurer effectivement sa survie interne, faire une diversion et écraser toute tentative de contestation. Tout cela, c'est le symptôme de quoi, Karim? C'est le symptôme d'un régime qui est isolé, qui est malade parce qu'il est recroquevillé sur lui-même, il est militaro-sécuritaire, les élites civiles sont de moins en moins absentes au sein du régime algérien. C'est un régime qui a peur, qui sait qu'il risque de tomber, il n'a pas envie de tomber, et s'il tombe, il est en train de menacer sa propre opinion publique, son propre peuple, et toute la région maintenant, parce qu'il fait du chantage, pas uniquement, il fait même du chantage à l'Union européenne avec la question des Harraga. Si je tombe, toute la région va en pâtir. C'est la réaction de la bête blessée qui, aujourd'hui, se sent menacée. Ce qu'a dit tout à l'heure notre ami Salem, depuis Dakar, c'est ça, les étrangers ont du mal à comprendre. Le régime algérien se sent encerclé. Ils se sont encerclés, la France au Sahel, la Libye entre les Turcs, les Égyptiens, les Émiratis, les Qataris, etc. Abdou, le Maroc avec Israël. Abdou, on a compris, mais aujourd'hui, quel pouvoir a Tebboune? Quel pouvoir a le président? Tebboune a un pouvoir très limité, il est juste une façade civile, il a son mot à dire sur certains dossiers, mais le pays il est géré essentiellement par le Haut Conseil de sécurité. D'ailleurs, depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, il y a eu 15 réunions du Haut Conseil de sécurité, qui est une instance militaire d'abord et sécuritaire, qui normalement ne se réunit que lorsque le pays affronte un risque d'insécurité énorme ou lorsqu'il est en guerre, quoi. Qui est censé être consultatif. Qui est censé être, malheureusement, il ne l'est plus aujourd'hui. Oui. Est-ce que le pouvoir algérien, le régime algérien, l'État algérien présente aux yeux des observateurs internationaux l'image d'un État stable où il y a un président qui exerce le pouvoir, ou bien il y a une dualité, que le monde perçoit cette dualité entre les militaires et les civils? Moi, je crois que ça, il y a quoi, Abdelmajid Tebboune pour le croire. Pour croire qu'il est vraiment, effectivement, le président en exercice de l'Algérie et qu'il décide de ce qui se fait en Algérie. Ça a été dit, on a assisté à une multiplication des réunions du Haut Conseil de la sécurité qui a normalement constitutionnellement une fonction consultative et qui deviennent une exécutive qui oriente, qui dirige. C'est-à-dire que même l'époque où les clans qui se partagent le pouvoir et se le disputent en Algérie n'ont plus besoin de se cacher. Ils ne veulent même plus se cacher. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Macron, même si sa sortie est déplacée, maladroite, quand il parle d'un système dur, très dur, c'est effectivement un système où on est à couteau tiré. Et c'est là où il y a le danger pour l'Algérie et pour toute la région. C'est que, et on l'a vu récemment, le procès de Saïd Bouteflika, il a menacé, il a dit qu'il était détenteur de secrets d'État qui peuvent nuire au clan en Algérie, qui peuvent nuire au pouvoir algérien. Et on a vu Abdelaziz Rahabi, qui est un ancien ministre, un ancien diplomate, un porte-parole un peu, quelque part, officieux du pouvoir algérien, monter au créneau pour crier au scandale, qu'il faudrait une loi pour faire taire les gens, pour garder le secret quand il est secret d'État. Mais ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'il a parlé, il a dit, et on a ras-le-bol de cette utilisation des informations dont dispose chacun dans cette lutte continue des clans. C'est lui-même qui parle de cette lutte entre les clans. Alors, ça a été dit, bien sûr, quand il s'agit de la menace extérieure et il a un effet fédérateur sur les généraux, sur la hiérarchie militaire, et il les oblige à un minimum d'entente pour qu'elle puisse continuer à pouvoir exister et subsister dans cette Algérie. Mais moi, je poserai la question différemment. Jusqu'à quand? Est-ce que le peuple algérien peut encore supporter un plus qu'il n'a déjà supporté? C'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'a émergé
à la place de Houari Boumediene. L'époque de Chedi Ben Jdid, ça a été un compromis entre les généraux de l'époque pour écarter Abdelaziz Bouteflika, et il a été mis au devant de la scène. En 91, il a été démis par d'autres généraux, mais c'est toujours la hiérarchie militaire parce que ils étaient plus sur la ligne. Il y avait un certain fonctionnement interne qui permettait à un moment donné ou à un autre d'écarter. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une autoparalysation, une paralysation mutuelle des différents clans. Parce que quand le général Gaïd Salah est devenu le patron incontestable de l'Algérie à la lumière du Hirak, il n'est pas devenu par hasard. C'est que la purge a commencé avec Ammari. Oui, mais c'est Bouteflika qui l'avait fait, c'était. Oui, mais en s'appuyant sur Gaïd Salah. En s'appuyant sur Gaïd Salah. Et depuis, on a assisté à d'abord, disons, un élagage, un effeuillage de l'artichaut Tawfiq. C'est-à-dire on a commencé à le déposséder de tous les atouts qu'il avait au sein de l'armée, et à un moment donné, il s'est trouvé à nu, et c'est là où on a pu l'attaquer. Bon, il se trouve que 3 jours après l'installation de Abdelmajid Tebboune, Gaïd Salah décède, comme le hasard peut faire bien les choses, et on a qui posent des interrogations, qui s'interrogent sur cette mort. Moi je dis c'est possible parce que l'homme était assez âgé, qu'il subissait un stress constant avec ce qui se passait en Algérie et qu'il peut s'inscrire tout à fait dans l'ordre naturel des choses, qu'il succombe à une crise cardiaque ou à une attaque cérébrale ou à autre chose. Donc je ne suis pas en train de dire que forcément. Mais voilà, malchance, on retombe, donc on ramène un Nézar, on libère Tawfiq. Bon, Tartak, lui, il a trop trahi, on le laisse en prison, on le laisse Saïd, etc. Mais on essaie de ressouder. Mais ce n'est qu'une façade. Et aujourd'hui, il n'y a aucun clan qui peut vraiment trancher pour dire voilà. Et que l'autre va se mettre dans l'expectative ou en stand-by en attendant de voir les évolutions. Aujourd'hui, la question de qui vraiment détient le pouvoir en Algérie n'est pas résolue. Et c'est là où ça risque de foirer. Lamine, est-ce que cette précarité, cette instabilité précaire au sein de la hiérarchie algérienne menace-t-elle, est-ce qu'elle menace la stabilité du Maghreb? Je pense qu'il est évident qu'un régime instable ou un régime qui est confronté à une série de crises ne rassure pas du tout son voisinage ni ses partenaires. Mais la vraie question à poser, je pense que c'est plutôt de savoir jusqu'où aujourd'hui le régime algérien ira-t-il dans son bras de fer avec le Maroc actuellement ou avec les autres voisins. N'oublions pas qu'aujourd'hui, l'Algérie est dans une situation assez particulière. Au sud, nous avons des milliers de soldats français qui menacent de se retirer d'un pays qui lui-même est le théâtre d'une crise presque ingérable, avec la présence de groupes, non seulement de groupes djihadistes, mais également de nationalistes touaregs qui pourraient éventuellement contaminer leurs cousins et voisins du sud algérien. N'oubliez pas que la Libye est dans une situation toujours chaotique. La Tunisie est très instable avec justement la crise institutionnelle que le pays traverse en ce moment. Et en face, le Maroc, les rapports avec la France sont devenus notoirement très mauvais. Donc, dans ce contexte-là, la question à poser, c'est plutôt jusqu'où est-ce que cette tension avec le Maroc et avec peut-être cet esprit cette sensation d'un pays assiégé ira jusqu'à en poussant le régime algérien. Voilà. Est-ce que
dans un an peut-être, dans 6 mois, quand peut-être les choses se seront calmées, est-ce que nous n'allons peut-être pas retrouver plutôt une situation plus ou moins normale, notamment la reprise des relations diplomatiques avec le Maroc? Pourquoi pas, par exemple? Passons à l'autre Est-ce que sujet. nous avons atteint, est-ce que nous avons atteint une situation de non-retour, ou est-ce qu'il y a encore un espoir que la situation s'améliore? Nous gardons Notamment parce espoir que quand même. Nous gardons le plus espoir. inquiétant, vu de l'extérieur, le plus inquiétant vu de l'extérieur, c'est même pas la situation, la tension interne en Algérie, c'est plutôt la tension entre le Maroc et l'Algérie. Vu de Mauritanie, du Mali, du Sénégal, même de France ou de la Tunisie, c'est jusqu'où cette tension pourra-t-elle menacer la stabilité de la région, sachant que ce sont les deux grands pays de la sous-région. Alors passons à l'autre grand pays de la région, le Maroc. Une semaine après la nomination du gouvernement, on a eu un remaniement surprenant. La maire de Casablanca, la mairesse de Casablanca, qui en même temps a été nommée ministre de la Santé, a demandé à être déchargée de ses fonctions de ministre. Est-ce que Naïm Kamal, est-ce qu'un couac ou juste un simple ajustement qui fait rentrer les choses dans l'ordre logique? Vous savez, je crois qu'il s'agit plutôt d'une erreur de casting. Il faut restituer la formation du gouvernement dans son contexte global. Vous savez, on a voulu, de manière volontaire et décidée, de faire le plus rapidement possible, de ne pas laisser l'attente. Alors, si vous voyez un peu la rythmique de l'après ou du post-scrutin, le 8 septembre, en fin de journée, on connaissait le taux de participation, miraculeux, c'est plus de 50%. Le lendemain, on avait les résultats, Erini premier, PAM deuxième, Istiqlal troisième. Et déjà, on commençait à se poser la question, mais qui va faire l'opposition? Il n'était plus question qui va former le gouvernement, avant, on essayait de trouver les combinaisons. 3 jours après, on déclare l'alliance majoritaire, la coalition majoritaire, RNI, PAM, et n'eût été le scrutin de la Chambre des conseillers qui était programmé pour le 5 octobre, on aurait pu annoncer ce gouvernement bien auparavant. Donc, il y a eu ce mouvement de précipitation. Évidemment, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais on est vraiment dans la pression et dans le stress. Parce que quand on dit que les députés ne peuvent pas être maires dans des circonscriptions de plus de 352, dans des communes de plus de 350 000 habitants. Alors, qu'en est-il quand on devient maire d'une métropole, presque mégapole aujourd'hui, comme Casablanca, c'est 5 millions d'habitants la nuit, de personnes la nuit, c'est pratiquement 10 millions le jour. Avec un ministère de la Santé à côté de ça qui est appelé d'abord à continuer à gérer efficacement la pandémie, à développer ça, mais à mettre à niveau un secteur défaillant. Parce que c'est un secret pour personne, la santé au Maroc est un secteur, comme l'éducation nationale, est un secteur défaillant, et qu'il est question aujourd'hui de le mettre à niveau d'abord à travers la protection sociale, donc l'assurance maladie généralisée à l'ensemble des Marocains à l'horizon 2025. Alors, est-ce qu'on a cru que c'était faisable que Mme Nabila Armili était une sorte de superwoman capable d'allier les deux? Bon, si on a pensé ça, on a fait une erreur, on a commis une méprise. Aujourd'hui, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que, il y a eu une campagne très intense sur les réseaux sociaux. Oui. 2, c'est que on n'a pas hésité à rectifier rapidement le tir, de telle manière que nous avons aujourd'hui la record woman du passage le plus court au gouvernement par un ministre. Avant, il y avait Abdallah Al-Qadiri, 6 mois au tourisme, devant Mohamed Sago, 9 mois. Et Abiaba, 6 mois moins un jour. 6 mois moins un jour. Donc on est
voyez, là, on est vraiment dans une semaine, mais le communiqué, il a ménagé aussi bien Madame Rmili que le chef du gouvernement, puisqu'en définitive, Justement, quand vous parlez définitive, c'est à sa demande. D'accord. Que, Mais il demande ce que sa ministre soit remaniement déchargée, mais lui continue en tant que chef du gouvernement du Maroc à gérer une ville de plus de 350 000. C'est pas la même chose. Je crois que il faut se préserver des comparaisons hâtives. D'abord, Agadir, c'est pas Casablanca. Et La santé, c'est pas le Maroc. Attendez, laissez-moi terminer. Je pourrais dire, les gens pourraient dire Oui, ça. oui, mais j'entends. Moi, je porte un peu ce que j'entends ici et là sur les réseaux sociaux. J'entends. Et Mme Armili n'est pas Akhenouch. Akhenouch est un homme, d'abord, qui a les moyens de sa politique, c'est-à-dire qui a les moyens de s'entourer, de s'entourer efficacement de cabinet de conseil, de consulting, d'opérationnalisation, de conseiller. Donc, il a les moyens intellectuels et matériels de mettre en œuvre quelque chose. Donc, c'est pour lui un challenge supplémentaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier que le roi a décidé de déplacer le centre du Maroc vers Marrakech et que le sud va commencer à partir d'Agadir et d'aller vers les provinces du Sahara. Et que cette région est appelée à être reliée au reste du Maroc par un TGV, par une ligne grande vitesse, et qu'elle devrait connaître un nouveau développement. Vous imaginez bien que Aziz Akhenouch ne pourrait être que dans son élément. Dans sa zone, il a déjà été président de cette région, qu'il connaît très bien. Et comme je l'ai dit encore une fois, ce n'est pas les mêmes moyens, ni intellectuels, ni matériels. Donc, restons sur le constat, erreur de casting rattrapée rapidement. Heureusement. Lamine Oulselem, vous qui suivez le Maroc particulièrement, comment vous réagissez à cette actualité-là, à ce remaniement rapide? J'avoue. Bon, pour être franc, j'avoue que j'ai été surpris absolument par ce remaniement que je trouvais assez surprenant, parce que même si, par ailleurs, je comprends très bien les arguments de la ministre qui a demandé à être déchargée de son poste ministériel, parce que, comme le disait Naïm Kamal, Casablanca n'est pas Agadir, Casablanca n'est pas Marrakech, Casablanca c'est quasiment un pays, 5 millions d'habitants, c'est l'équivalent à peu près de la population d'un pays comme la Mauritanie. Et cumuler la gestion d'une ville comme Casablanca avec un ministère comme celui de la Santé, dans un contexte de pandémie, mais aussi mettre en œuvre tous les programmes de la politique sanitaire du Maroc déjà engagés, je pense que sa décision était plus ou moins judicieuse. C'est-à-dire, il était très difficile pour elle de pouvoir réussir les deux missions, et je pense que sa décision était plutôt lucide. Sauf si, même si, bien sûr, j'ai été quand même personnellement très surpris par le fait qu'elle ait été nommée ministre sans tenir compte du fait qu'elle soit déjà à la tête d'une ville comme Casablanca. Merci Lamine. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Nous ne pourrons pas aborder les autres sujets qui étaient prévus ce soir. Nous les garderons pour la semaine prochaine. Merci Lamine, merci Abdo, merci Naïm Kamal, et à la semaine prochaine sur Maghreb est égal à monde, sur Maghreb Intelligence TV. À la prochaine.